Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Les sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali ont été levées à l'issue du sommet de la CEDEAO du 3 juillet dernier. La communauté ouest africaine a validé le nouveau calendrier de transition et entériné la réouverture des frontières terrestres et aériennes. Quelles conséquences au Mali de cette levée des sanctions économiques et financières? Quelle garantie d'Assimi Goïta et de son gouvernement pour une bonne poursuite de la transition dans le pays? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, Oumarou Sissoko Embalo est le nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président bissau-guinéen remplace son homologue ghanéen dont le mandat a pris fin le 3 juillet dernier. Quelle priorité pour le nouveau président de la CEDEAO? Quelle contribution du président Embalo sur la question de la limitation des mandats en Afrique de l'Ouest? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, Abdou Karim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'être là avec nous, Karim. Merci, Daouda. Merci également à M. Momodou Thior, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, et toujours content d'être là. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent. Et tout le plaisir est pour nous, Thior. Déjà, quelle appréciation faites-vous de cette levée des sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali? Une décision prise par la CEDEAO à l'issue du sommet du 3 juillet dernier. Il était temps, on va dire, parce que ce sont des sanctions qui pesaient sur un pays comme le nôtre, le Sénégal, mais aussi la Côte d'Ivoire, qui sont les deux locomotives quand on parle de l'UEMOA, avant de parler de la CEDEAO. Donc, c'était 6 mois où les économies de ces deux pays ont beaucoup ressenti donc ces sanctions-là. Mais moi, je dis toujours, quelque part, ceux qui peut-être critiquent Macky Sall et Alassane Ouattara ne comprennent pas que l'attitude de la CEDEAO, cette fermeté-là, c'était un peu la bonne attitude. Parce que sinon, peut-être on va y arriver un peu plus tard dans les débats, peut-être la CEDEAO n'allait pas obtenir cette transition de 24 mois. Donc, quelque part, la fermeté a payé, même si le prix à payer a été cher payé, par exemple, pour ces deux pays qui sont les locomotives quand on parle de l'UEMOA d'abord, avant de parler de la CEDEAO. Et plusieurs milliards de pertes d'ailleurs pour ces pays-là concernés. Absolument. Vous avez tout à l'heure parlé de l'exemple de la Côte d'Ivoire. Déjà, Jean-Paul Kassi-Brou, aujourd'hui, est le nouveau directeur de la Banque centrale. Donc, ce sera lui et le président ivoirien qui seront chargés de la mise en œuvre de la levée de ces sanctions. Déjà, le dégel des comptes du Mali par rapport à la suite de la décision de la CEDEAO. Oui, et Jean-Claude Kassi-Brou est un vrai vénard. Le gars, il lâche, le monsieur, il lâche la présidente de la commission de la CEDEAO pour prendre la BCEAO. Donc, quelque part, il est en terrain connu. Donc, là c'est un économiste. Il peut faire le travail qui est attendu. Parce qu'aujourd'hui, en ce monde, on ne peut même pas parler de monde post-Covid parce que ça va, ça vient. Donc, en ce monde Covidé, les économies sont arrumées et que bon, il ne faut pas prendre des initiatives qui enrayent davantage la machine économique. Donc c'est pourquoi ces sanctions-là qui ont été levées sont venues au bon moment pour relancer la machine économique parce que nos pays en ont besoin. Moi, je donne un exemple très simple. Regardez notre dépendance en termes de... On va avec la fête du mouton, le prix de la viande a flambé ces 6 derniers mois. Là où presque le prix est passé du simple au double quand vous allez acheter ça au niveau des différents marchés. Et d'ailleurs, même sur cette question, avec la célébration de l'Aïd el-Kébir, le gouvernement ou bien les autorités de transition semblaient avoir anticipé sur la décision de la CEDEAO puisqu'ils avaient autorisé l'ouverture de leurs frontières et l'acheminement de 5100 moutons à la Côte d'Ivoire et de 5100 autres moutons à un pays comme le Sénégal. Ce qui est très peu par rapport à nos besoins. Parce que bon, que ce soit la Mauritanie et le Mali, les moutons qui viennent là-bas sont plus bon marché que nos commerçants ici. Parce qu'il faut oser le dire,
souvent, nous faisons la promotion de l'élevage national, mais quand même, ceux qui sont en train d'élever, nos éleveurs, vendent à des prix vraiment hors de portée du commun des Sénégalais. Et c'est bien heureux que les Maliens et les Mauritaniens aussi viennent en renfort et que les frontières, surtout du côté du Mali, soient ouvertes pour qu'ils puissent venir en masse. Et Karim, par rapport à cette fête-là aussi, on dirait que cette décision de la CEDEAO va aussi constituer une bouffée d'air, surtout pour ce qui est des commerçants et autres aujourd'hui opérateurs qui pourront à nouveau aujourd'hui commercer avec leurs autres camarades ou bien leurs autres homologues, si je peux l'appeler ainsi, des autres pays ouest africains, avec la reprise aujourd'hui des opérations et la réouverture des frontières. Parfaitement. La levée des sanctions économiques et financières donc prise à l'encontre du Mali, donc participe de ce dégel attendu. Et je pense que, vous l'avez dit effectivement, c'est une bouffée d'oxygène pour le Mali, pour les populations maliennes, mais c'est également un soulagement pour les pays, en tout cas frontaliers du Mali. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des signes positifs posés par le gouvernement de transition au Mali qui ont présidé à cette décision de la CEDEAO. Il faut reconnaître qu'en juin déjà, le président Assimi Goïta avait signé un décret présidentiel donc pour fixer la date de la transition à 2 ans, conformément aux vœux exprimés peut-être par le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Cela a peut-être aidé à cette prise de décision. Maintenant, par rapport aux conséquences sur les économies de nos différents pays et également le comportement, si l'on pourrait dire, des exportateurs et autres nationaux qui vont chercher des produits au Mali et autres, je pense que c'est dans une bonne tendance. Il faudrait quand même regretter qu'il y ait eu en tout cas beaucoup de retard par rapport en tout cas à cette prise de décision. Cela a beaucoup impacté sur l'économie malienne, c'est vrai, avec des difficultés. On a vu qu'à un moment donné, le Mali n'avait pas la possibilité même de lever, disons, un emprunt obligataire d'une 30aine de milliards, et cela avait beaucoup en tout cas causer des problèmes par rapport en tout cas à la prise en charge de certains problèmes au niveau national. Il faut quand même reconnaître que le peuple malien a été très résilient et de ce point de vue-là, je pense que la CEDEAO devrait revoir un peu ses méthodes d'action, en tout cas par rapport à ce type de phénomène. Et l'embargo levé, Karim, et les sanctions individuelles contre certaines autorités de la transition et la suspension du Mali des instances de la CEDEAO aujourd'hui sont maintenues. Des positions de principe de la CEDEAO ou bien une façon de maintenir la pression sur le pouvoir de transition? Oui, parce qu'en réalité, c'est vrai que je parlais de signes positifs posés par le gouvernement de transition. Il faudrait dire effectivement que Assimi Goïta, en tout cas la junte malienne, a posé des prérequis qui allaient dans le sens d'un apaisement. Parce que déjà, avec cette date fixée pour la fin de la transition et également le calendrier électoral qui a été adopté, il y a une volonté manifeste, en tout cas des autorités, de sortir un peu de ce malaise. Bon, maintenant, est-ce que les sanctions qui sont maintenues à l'encontre donc des dirigeants vont plus ou moins, en tout cas, aller dans le sens de l'apaisement auquel on s'attend? Bon, il faudra attendre encore pour voir ce qui va se faire, mais déjà, l'adoption donc de ce calendrier électoral en fixant une date de la présidentielle pour février 2024, la date des élections législatives pour octobre-novembre 2023 et éventuellement le référendum constitutionnel pour 2023 également, participe donc de cette volonté donc d'aller dans le sens véritablement de l'aboutissement d'un problème, entre guillemets, qui n'aurait pas dû se poser. Parce que quelque part, le Mali, du point de vue de sa centralité, quand même occupe une position au plan, disons, au double plan politique et sécuritaire, et cela donc doit inciter quand même les chefs d'État à, en tout cas, revoir plus ou moins leur copie par rapport, en tout cas, à ces sanctions-là. Et Thior, allez-y. Je pense que quand on voit le mano à mano entre les deux parties, le Mali et la CEDEAO, quelque part, les deux parties se jaugent, hein, parce qu'elles se sont montrées inflexibles au départ. Donc la CEDEAO ne voulait rien entendre et du côté malien aussi, c'était pareil. Donc là, comme chacun commence à lâcher du lest, donc c'est compréhensif que dans un premier temps, par exemple, les sanctions
qui s'abattent individuellement sur Assimi Goïta et son équipe soient maintenus, en attendant de voir un peu la suite des événements. Parce qu'il y a un chronogramme qui a été arrêté, et de voir si réellement ce chronogramme-là est sur la bonne voie. Et là, je pense que progressivement, ils vont lever toutes ces sanctions individuelles-là. Mais là, il y a un bon pas qui a été franchi, parce que les sanctions économiques, quand même, pesaient plus sur la population malienne que sur ses dirigeants. Parce que ces dirigeants, ils peuvent se permettre peut-être d'aller... de trouver de se tirer d'affaire de cette situation difficile, alors que le Malien lambda, comme on dit, tire le diable par là. Et par rapport à ces dirigeants-là, les autorités maliennes de transition ont annoncé le 29 juin, autant pour moi, dernier, un calendrier fixant la présidentielle à février 2024. Karim l'a rappelé tout à l'heure, le référendum constitutionnel à mars 2023 et les législatives entre octobre et novembre de la même année. Ces mesures viennent compléter aujourd'hui l'adoption le 17 juin dernier d'une nouvelle loi électorale et la mise en place d'une commission qui est chargée de rédiger la nouvelle constitution malienne. Aujourd'hui, que pensez-vous de ces différentes décisions et mesures prises par la junte ou bien prises par le pouvoir de transition, des mesures qui ont d'ailleurs abouti à cette levée de l'embargo? Ces mesures vont dans le bon sens, parce qu'à un certain moment, le Premier ministre Choguel Maïga semblait manœuvrer pour que la transition dure le plus longtemps possible, à la limite un mandat de 5 ans. Mais vous avez vu qu'aussi au plan interne, il y a eu des partis qui sont levés pour dire non, il n'est pas question quand même de se laisser faire. Et au sein du M5 RSP, il y a eu des frictions, parce que bon, ce qu'on attendait peut-être en termes de propositions qui vont dans le sens de ne pas se mettre à dos la communauté internationale, c'était pas ça. Donc au départ, c'était la confrontation. Assimi, le militaire qu'il est, mais on sait que, moi je sais qu'à la manœuvre, il y avait Choguel Maïga, enfin politicien rusé qu'il a, et qui a l'opportunité d'être Premier ministre, et qui ne peut pas se présenter pour ce qui est donc de la suite. Plus la transition va durer pour lui, mieux ce sera. Mais bon, il y a quand même une limite à ne pas franchir, et la CEDEAO a clairement fixé cette limite-là. Aujourd'hui, ils ont fixé un chronogramme. Je pense que l'insécurité est toujours actuelle. Il faudra faire en sorte de pacifier le nord du pays, parce que c'est une immensité désertique. Je pense que souvent ils le disent et ils ont raison. Il ne sert à rien d'organiser des élections si par exemple les 2 tiers ou le tiers du pays est toujours entre les mains des extrémistes. Et on va d'ailleurs revenir sur cette situation sécuritaire dans le pays. Mais parlons aujourd'hui, Karim, de ce point ou bien de cette limite à ne pas franchir par les autorités de transition. L'adoption de la nouvelle loi électorale malienne et la mise sur pied d'un organe unique de gestion d'organisation des élections dans le pays ouvre aujourd'hui la voie à la candidature d'un militaire à l'élection présidentielle. Mais pour les chefs d'État de la CEDEAO, aucun des militaires de la junte ne peut être candidat à la prochaine présidentielle malienne. Et ce, conformément à la charte de la transition et également au paragraphe 25 de la charte de l'Union africaine, mais aussi par rapport aux engagements que ces autorités maliennes de la transition avaient pris aujourd'hui devant la CEDEAO. Est-ce que cela ne risque pas de constituer un nouveau blocage entre ces autorités de la transition et les dirigeants de la CEDEAO? Effectivement, la charte de la transition exclut toute participation donc des dirigeants de la junte aux futures élections. Bon, mais je pense qu'en fait, il faudrait discuter encore pour lever ces blocages éventuels. Il est évident que, c'est vrai, il appartient aux Maliens de déterminer un peu la suite à donner en tout cas à cela, mais le premier point sur lequel on pourrait effectivement avoir quand même une satisfaction à faire prévaloir, c'est le fait qu'il y ait déjà un calendrier électoral qui a été accepté. Maintenant, ce qui reste du processus devra constituer en tout cas un consensus de tous les acteurs pour voir ce qu'il est possible de faire. Parce qu'en réalité, si demain le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, décidait d'enlever la tenue militaire pour adopter une posture civile, il pourrait éventuellement participer aux élections. Mais est-ce que cela ne violerait pas aujourd'hui cette charte de la transition qui a été adoptée et qui disait clairement qu'aucun membre de cette transition ne peut être candidat? Mais s'il démissionne, il n'est plus, en tout cas, dans
ces conditions-là. S'il démissionne avant la fin de son mandat. Avant la fin de la transition, bien sûr. Parfaitement. En fait, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas quand même mettre de côté, qu'on ne peut pas éluder. Mais tout compte fait, je pense que la CEDEAO déjà tient le bon bout. Elle a pu avoir, en tout cas, même si c'est quand même quelque chose qui a été un peu forcé, parce qu'il est évident que le gouvernement de transition au Mali a pu sortir, en tout cas, cette donne à partir du mois de juin pour déjà fixer une date pour finir la transition en 2 ans, conformément à ce qui avait été décidé, même si certains chefs d'État voulaient que cette transition ne dure qu'1 an ou au plus 16 mois. Mais de toute façon, je pense qu'on a déjà franchi un pas, Mamoudou l'a rappelé tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que déjà les acteurs se sont accordés sur un minimum. Il faudrait continuer la discussion pour voir ce qu'il est possible de faire. Et Karim, la nouvelle constitution malienne est attendue pour 2023. La fin de la transition, ce sera en 2024. Si cette nouvelle constitution est adoptée et prend immédiatement effet, donc ça veut dire que c'est elle qui va remplacer la charte de la transition. Donc si la nouvelle constitution aujourd'hui autorise un militaire ou un autre membre de la transition à être candidat, est-ce qu'un nouveau quiproquo ne risque pas de se poser? Certainement, mais justement, dans ce cas, on va aller vers des difficultés. Mais je dis encore une fois que déjà, le plus dur a été fait. Il y a un pas qui a été franchi. On s'est accordé un peu sur un chronogramme que les gens devraient respecter. Bon, les acteurs politiques maliens devraient, avec le gouvernement de transition, trouver en tout cas les meilleures méthodes pour aller, en tout cas d'un pas apaisé vers en tout cas une paix consensuelle. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'il ne faut pas mettre de côté. La communauté internationale, justement, devrait davantage s'impliquer pour éviter qu'il y ait un vide. Parce que si vous voyez que le gouvernement de Mokhtar Ouane n'avait pas réussi, c'est parce qu'à l'époque, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une prise en charge par la communauté internationale de certains nombres de problèmes. Et malheureusement, cela n'a pas été fait et on a pu voir que sur les aspects sécuritaires, beaucoup de choses a été laissées en rade. Et on reste sur ces aspects sécuritaires-là. Vous aviez commencé à développer tout à l'heure là-dessus par rapport à la situation dans le nord du pays, à la suite de la levée des sanctions économiques et financières. Aujourd'hui, comment est-ce que la communauté économique de ces États de l'Afrique de l'Ouest pourrait accompagner le Mali par rapport à la situation sécuritaire que traverse le pays? Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit s'impliquer davantage parce qu'on le sait, entre l'ancien colonisateur, la France et le Mali, c'est le désamour total. Vous avez vu quand on renouvelait le mandat de l'aménagement, côté malien, l'ambassadeur était très intransigeant parce que bon, les Maliens ne veulent plus voir la France même en photo. Donc ça, c'est un aspect à prendre en compte et que la CEDEAO, parce que c'est ce qu'on appelle la diplomatie du bon voisinage. Le Sénégal, nous sommes de très bons voisins, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie. Ce n'est pas pour rien que quand il y a eu cet embargo-là, les sanctions, bon, la Mauritanie et la Guinée étaient un peu les échappatoires pour les autorités maliennes pour au moins ne pas mourir de faim. Donc aujourd'hui, il faut que la CEDEAO s'implique parce que le problème sécuritaire va au-delà des frontières maliennes. Donc il faut en prendre conscience, accompagner le Mali. Moi, je dis toujours, avec tout ce qu'on a comme militaires dans les 15 pays de la CEDEAO, je pense dans le cadre de l'aménagement, beaucoup de pays contribuent, mais on peut davantage faire parce que sinon, à part garder nos frontières, les militaires sont dans les casernes, autant les mobiliser pour vraiment venir à bout du péril terroriste au Mali et au-delà. Par rapport à ce péril terroriste-là également, ce que vous développez tout à l'heure, ce que vous développez comme ça, le tout militaire a également montré ses limites, surtout dans la zone Sahel. On a vu que mobiliser le tout militaire des armes et tout a montré ses limites par rapport à cette guerre, puisqu'on mène une guerre pas asymétrique. Oui, ce ne sera pas du tout militaire. Les militaires font leur job, mais les autorités politiques doivent suivre ou même anticiper. Parce qu'aussi, vous avez vu, c'est une digression que je fais, regardez l'émigration clandestine qui a repris de plus belle à la faveur de la chaleur de l'été. Donc les pirogues continuent à quitter nos côtes. Ça aussi, c'est un problème. Et c'est nos gouvernants qui doivent fixer les jeunes à rester dans leur pays. Parce qu'un jeune qui ne peut pas
se permettre 100 francs par jour ou 500 francs, ma foi, s'il a une occasion, il part d'autant plus que les gens qui y vont, quand ils retournent au pays, le mirage de l'Eldorado occidental, c'est quelque chose de très marqué. Donc oui, il y a le côté militaire qu'il faut mettre en avant, mais aussi de l'autre côté, il faut que nos gouvernants créent les conditions d'emploi pour les jeunes. Peut-être les gouvernants ne font pas, mais il faut qu'ils créent les conditions et renforcer notre patronat privé national, parce que c'est ce patronat-là qui crée le plus d'emplois que nos États. Et c'est comme ça qu'on pourra venir à bout de ce péril terroriste, parce que sinon, eux, ils ont un mieux-être à offrir à ces jeunes-là en leur faisant miroiter de l'argent. Et Karim, par rapport à ces partenaires dont vous parliez tout à l'heure, quelle perspective aussi pour les Nations Unies et également les partenaires internationaux pour qu'ils puissent maintenant mieux coopérer avec les autorités maliennes, d'autant plus que les sanctions économiques et financières ont été levées par la CEDEAO? Bon, mais il y a quand même une bonne dynamique qu'il faut saluer. Avec l'initiative de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui est à la tête un peu de ce programme, il y a ce qu'on pourrait appeler une stratégie pour le Sahel qui est en train de se développer avec les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO justement, pour un peu régler ces aspects sécuritaires, mais ces aspects également de développement, donc au niveau de la CEDEAO d'une manière générale et surtout des pays du Sahel de manière assez particulière. Mais c'est un processus qu'il faut encourager. Maintenant, je voudrais un peu, par rapport à ce que Mamadou disait tout à l'heure, il faudrait que la CEDEAO puisse davantage donner suffisamment de moyens à la force d'attente dont on parle depuis plusieurs années pour lui permettre un peu de supplier les forces maliennes pour un peu aller remplir le vide laissé déjà par Barkhane et lui permettre également de régler certains aspects sécuritaires. Même si le tout sécuritaire ne peut pas tout résoudre, il y a effectivement l'apport donc de l'extérieur qui malheureusement ne vient pas à son heure. On a pu voir que beaucoup de partenaires sont frileux pour participer réellement à la prise en charge de certaines problématiques. Et par rapport à ces partenaires, peut-on s'attendre à un retour de ces partenaires internationaux à la suite de la levée des sanctions de la CEDEAO, puisque d'abord, avant leur intervention dans ces différents pays, ils passent d'abord par ces communautés sous-régionales pour respecter aujourd'hui ce principe de la subsidiarité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir certains partenaires internationaux qui avaient pris du recul à la suite du coup d'État revenir aujourd'hui assister ou bien aider les autorités maliennes afin de réussir cette transition? Mais je le pense, si tant est que leur volonté est effectivement d'aider le peuple malien, le Mali d'une manière générale, et la CEDEAO à sortir de ce bourbier. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé des accords de 2015, des accords d'Alger, et il se trouve que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était à la mallette en son temps. Maintenant que la communauté internationale a pu avoir véritablement, disons, des moyens d'activer un peu tout ce qui a été mis en œuvre, surtout au niveau du G5 Sahel par exemple. Il y a un programme d'action prioritaire qui a été mis en place, un programme d'investissement qui était en train d'être conduit au niveau donc des pays du Sahel. Et le Mali principalement avait une vingtaine de projets qui étaient en train de développer. Je pense qu'ils doivent davantage montrer en tout cas leur disons, soutien au Mali pour qu'on puisse sortir effectivement de ces problèmes. Et on reste avec ce G5 Sahel-là. Les autorités maliennes de la transition ont quitté toutes les instances du G5 Sahel il y a de cela quelques mois. Face aujourd'hui au dégel en cours avec la CEDEAO et les autres instances sous-régionales comme l'UEMOA, pourrait-on s'attendre à ce que les autorités maliennes reviennent sur une pareille décision, c'est-à-dire réintégrer les instances de ce G5? D'autant plus que le G5 n'est pas seulement sécuritaire, Karim l'a rappelé, il y a également beaucoup de projets de développement dont devaient bénéficier ou bien beaucoup de projets de développement qui étaient en tout cas menés en cours au Mali en tout cas. Peut-on s'attendre à un retour des autorités sur cette décision d'avoir quitté le G5 Sahel? Oui, je pense qu'elles ont intérêt même à se montrer vraiment très conciliants par rapport au G5 parce que moi j'ai trouvé qu'ils ont, Assimi et son équipe ont juste eu le champ chaud. C'est le même cas quand ils se sont mis à dos les pays scandinaves. Danemark et autres, pour vraiment quelque chose qui n'en valait pas la peine.
À un certain moment, vraiment, du côté de Bamako, les gens étaient sur des détails, alors que le pays a besoin de ses amis. Si tant est que la France n'est plus l'ami du Mali, ils ont le droit de se séparer de la France. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac que la France. Je pense que le G5 Sahel, au-delà du militaire, et le militaire, il faut y insister. Regardez ce que le défunt Idriss Déby a contribué pour limiter la casse. C'est vrai, François Hollande n'eût été lui, peut-être on ne parlerait pas du Mali aujourd'hui, quand il a freiné un peu l'avancée des terroristes, quand ils sont arrivés jusqu'à Douenza. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, il faut que les Maliens, si vous devez assurer la présidence du G5 Sahel, vraiment, il ne faut pas créer des problèmes. Il faut essayer de faire revenir le G5 Sahel parce que c'est quand même quelque chose qui impacte. S'il y a des choses à revoir, autant les revoir, poser ça sur la table, parce qu'il y a des sommets qui se tiennent pour voir un peu ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est à cette occasion-là qu'il faut se dire des vérités. Par rapport à ces sommets qui se tiennent là, un s'est tenu le 3 juillet dernier. Il s'agit du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une organisation qui a enregistré aujourd'hui un nouveau président à la personne du président bissau-guinéen, Umaru Sissoco Embalo. Quelle priorité aujourd'hui pour ce président en exercice de la CEDEAO? Le développement en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Karim, tout d'abord, comment accueillez-vous la nomination d'Umaru Sissoco Embalo comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO? Mais justement, c'est une nomination qu'il faut saluer parce que la Guinée-Bissau, son pays, comme la Gambie et le Cap-Vert, constituent plus ou moins des petits poussés au niveau de la communauté des pays, en tout cas des pays de la CEDEAO. Par conséquent, l'arrivée donc de cet officier de réserve, il faut le rappeler, Umaru Sissoco Embalo va certainement, en tout cas, apporter du sang neuf à l'évolution donc de la CEDEAO qui peine encore à régler ses problèmes d'intégration. Bon, maintenant, est-ce qu'il va sortir un peu du carcan habituel de ce qu'on a l'habitude d'interpréter comme, disons, un club des chefs d'État? Il faut quand même reconnaître que l'homme a peut-être le profil de l'emploi, parce que c'est quelqu'un qu'on a pu voir déjà lors de ses premières apparitions avoir un franc-parler. On l'a vu avec le président ivoirien Alassane Ouattara et avec l'ancien président guinéen Alpha Condé sur le problème de la limitation des mandats. Par conséquent, on peut lui donner un préjugé favorable. Et à côté de cela également, il y a la nomination du ministre gambien des Affaires étrangères, Dr Omar Touré, comme nouveau président de la commission. Cela également entre un peu dans le cadre d'une diversification, en tout cas des profils au niveau de cette instance régionale. Et Thior, le nouveau président de la communauté, Embalo, devra faire face à plusieurs défis, tels que le retour à l'ordre constitutionnel dans plusieurs pays de la région, comme le Burkina, le Mali ou bien la Guinée-Conakry, la question de la prévention de l'extrémisme violent ou même de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, quelle posture du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO face à ces différentes questions? Oui, il faut saluer, comme l'a fait Karim, ce bon cru sorti de ce sommet d'Accra. Parce que souvent dans les organisations, c'est les grands qui font la pluie et le bon temps. Et c'est bien de penser aux petits pays, entre guillemets, parce que vous regardez ces pays lusophones et ces pays anglophones. Là, c'est un duo Embalo lusophone avec le Gambien anglophone qui vont faire marcher un peu la CEDEAO. Et ça arrive au bon moment parce qu'il faut oser le dire. Aujourd'hui, les expériences démocratiques dans les pays francophones commencent à battre de l'aile. Et c'est bien que ces pays où les processus démocratiques quand même sont plus ou moins réussis, et même si c'est des processus qu'ils entament, mais de ce qu'on a vu, c'est très bien ce qui se passe en Guinée-Bissau et en Gambie, et c'est une façon de les encourager. Pour ce qui est du profil d'Embalo en bon militaire, donc il est en terrain connu. Il va pouvoir manœuvrer avec les autorités militaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée voisine. Parce qu'on le sait aussi,
à l'époque de Condé, entre Sissoko, Embalo et Condé, ce n'était pas le grand amour. Donc aujourd'hui, je pense que du côté des nouvelles autorités avec Doumbouya, ça devrait marcher entre les deux pays, parce qu'en militaire, ils ont un langage pour se comprendre. Et ce que disait Karim tout à l'heure, un peu de l'autre côté, le franc-parler de Embalo peut payer, parce que souvent il dit publiquement ce que les gens pensent tout bas. Et ça, c'est bien. On dit que la diplomatie, certes, ne se fait pas sur la place publique, mais il y a des occasions où il faut faire cette diplomatie-là sur la place publique pour prendre à témoin l'opinion de la sous-région. Et aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Thior, Karim, déjà il y a eu des gels entre le Mali et la CEDEAO avec la levée des sanctions économiques et financières. Il y a également un autre pays qui vit une transition, le Burkina Faso, où les autorités aujourd'hui se sont engagées à revoir à la baisse la durée jusqu'à 24 mois, ce qui devrait être acté dans les prochains jours. Et il reste aujourd'hui la Guinée qui a encore un mois. Un délai de grâce, si je peux l'appeler ainsi, que lui a donné la CEDEAO d'un mois. Est-ce qu'aujourd'hui, le profil de Embalo ou bien le duo Embalo-Dr Touré pourrait aujourd'hui ramener peut-être à la raison les autorités guinéennes de la transition pour revoir bien à la baisse la transition dans le pays, puisque là-bas, il parle d'une transition de 36 à 39 mois. Parfaitement, parfaitement. Nonobstant un peu les petites querelle supposée entre le président Oumaro Sissoko Embalou et l'ancien président guinéen Alpha Condé, il faut reconnaître effectivement que le président bissau-guinéen a des atouts certains pour parler avec ses voisins de la Guinée-Conakry. Bon, il est évident qu'en tant qu'officier de réserve, il peut être écouté par ses frères d'armes et il pourra certainement, en tout cas, les amener un peu à plus de réalisme un peu par rapport à l'évolution attendue par la CEDEAO. Mais tout compte fait, je pense que Oumaro Sissoko Embalou est actuellement à un niveau, à une station où il devra faire preuve de beaucoup de tact pour pouvoir gérer les grands défis et les enjeux donc, qui se posent actuellement à la CEDEAO, qui a une vraiment période, disons, charnière quelque part. Parce que vous savez, depuis sa création en 1975, l'organisation tarde encore à sortir un peu de son... Bon, je ne vais pas parler de frivolisme, mais il y a comme un certain attentisme un peu par rapport à l'exécution de certaines actions concrètes. Maintenant, Oumaro Sissoko Embalou a des atouts, on l'a dit, mais il devra quand même manœuvrer de manière en tout cas diplomatique pour pouvoir persuader, je le disais, ses frères d'armes pour un peu discuter de ce qui doit être bon pour la Guinée et surtout également pour les autres pays de la sous-région. Malgré aussi que la communauté de la CEDEAO aujourd'hui connaît certaines limites et contraintes, on peut quand même témoigner que c'est l'une des organisations sous-régionales, en tout cas, qui fait le plus ou bien mieux que d'autres aujourd'hui par rapport au continent africain. Et pour ce qui est des ministres des Affaires étrangères et de la Justice de la CEDEAO, ils s'étaient rencontrés le 9 juin dernier à Accra. C'était pour échanger sur la révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la communauté. Des progrès ont certes été notés, mais des points de divergence subsistent. Quelle appréciation aujourd'hui faites-vous de cette décision des dirigeants de la CEDEAO pour modifier aujourd'hui ce protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance? Parce que la CEDEAO a été rattrapée par une réalité qui est venue s'imposer à elle, avec ces 3 coups d'État en un espace réduit. Donc la CEDEAO est obligée de s'adapter, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire la fine bouche. La question du 3e mandat se pose dans la sous-région. Il faudra régler cette question-là, sinon le péril malien, burkinabé, guinéen, ça va essaimer dans les autres pays. Ne nous voilons pas la face. Parce que si les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre sur cette question-là, ils n'arrivent pas à respecter leurs paroles pour ce qui est la limitation des 2 mandats constitutionnels, mais le 3e larron va surgir des camps de l'armée pour prendre le pouvoir. Et ça, je pense que la CEDEAO n'y gagne absolument rien. L'expérience de ces 3 coups d'État a servi de leçon. Et aujourd'hui, il faut mettre dans le protocole que les gens doivent s'en tenir à 2 mandats et c'est terminé. Au-delà de 2 mandats, si on n'a pas été capable
de laisser son empreinte, ça veut dire qu'on n'a pas été un bon président. Ce n'est pas une question de durée, mais c'est une question d'efficacité. Et je donne toujours l'exemple des États-Unis. Au bout de les 2 mandats, c'est 8 ans, et vous laissez votre empreinte. Quand on a la chance de faire 10 ans et qu'on veut en plus, ça veut dire qu'il y a un problème à votre niveau et que vous n'avez pas été un bon président. Et Thior, est-ce que cela sera chose aisée si l'on sait que déjà il y a certains États au niveau de cette communauté-là qui s'opposent à cette question, qui en tout cas émettent des réserves par rapport à cette question de limitation des mandats? Mais ça, les échos que nous avons eus, c'est le Sénégal qui a opposé son veto, la Côte d'Ivoire, le Togo et la Côte d'Ivoire. Et le Togo. Moi, le Togo n'est pas un exemple pour comparer au Sénégal, n'est pas en termes d'avancée démocratique. On ne peut pas comparer le Togo au Sénégal. C'est pourquoi, moi, le fait qu'on ait associé le Sénégal, ça m'étonne. D'autant qu'en 2014, le président Macky Sall était à l'avant-garde de ce combat-là pour qu'on limite les mandats. Parce qu'il a été élu dans cette veine-là. Rappelez-vous de 2012, quand il est arrivé au pouvoir, le 3e mandat de Wade, ce que ça nous a coûté, une quinzaine de morts au Sénégal. Revenir 10 ans plus tard pour retomber dans les mêmes travers. Je pense que jusqu'à présent, j'attends de voir, mais je n'ose pas espérer que le président Macky Sall puisse aller vers un 3e mandat. Parce qu'aujourd'hui, Buhari, il est ferme là-dessus. Et vous le savez, là-bas aussi, les 2 mandats, c'est 8 ans. Je donnais l'exemple des États-Unis, mais Ghana et Niger, c'est 2 mandats de 8 ans. Et là, vous passez le témoin. Buhari et même le président Bazoum, ils sont intraitables. Regardez le médiateur au Burkina, c'est qui? C'est Issoufou, qui a respecté ces 2 mandats et qui continue une carrière sur l'international en s'érigeant en médiateur. Moi, je donne toujours l'exemple de Wade. Pourquoi Wade, avec son expérience, depuis qu'il est parti au pouvoir, on ne fait pas appel à lui? C'est parce qu'il a forcé sur le 3e mandat. Donc ça doit servir de leçon. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est bien heureux que la CEDEAO siffle la fin de la récréation en mettant dans son protocole qu'il n'est pas question d'aller au-delà des 2 mandats constitutionnels. Mais pour Wade aussi, est-ce que son âge le lui permet? Si l'on sait que dans le passé également, le président Blaise Compaoré a été médiateur et faiseur de paix également sur le continent. Wade porte bien son âge et c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense que quelque part, ce qui s'est passé en 2012 a un peu déteint sur son legs après son départ du pouvoir. Et Karim, si l'on revient sur cette question de mandat au Sénégal, il faut aussi rappeler que pour l'heure, en tout cas, officiellement, nous ne savons pas si le président Macky Sall sera candidat ou non, puisque la dernière fois que la question lui a été adressée, sa réponse était qu'il ne dira ni oui ni non par rapport à cette question. Donc, pour ce qui est aujourd'hui des points de divergence dans le cadre de la révision de ce protocole additionnel-là, la communauté exhorte la Commission à poursuivre les discussions avec les États membres et appelle ces derniers à œuvrer en faveur d'un consensus propre à contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la stabilité politique dans la sous-région. Pensez-vous que sur cette question des mandats, qu'un accord puisse être trouvé entre les États membres de la CEDEAO? Oui, mais certainement. Vous savez, la CEDEAO, c'est quand même 15 pays membres. La CEDEAO, si vous voulez un peu, c'est en termes de superficie, 5 millions de kilomètres carrés, mais c'est surtout pratiquement 300 millions d'habitants. Et c'est une communauté qui compte en Afrique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'était vraiment réjoui des efforts, en tout cas accomplis par la CEDEAO, par rapport à d'autres, disons... C'est l'une des organisations les plus réussies. Absolument, les plus actives. Ouais, au point qu'on a notre carte d'identité CEDEAO. Exactement, par rapport à ce qui se fait en Afrique centrale ou bien en Afrique australe, la CEDEAO est quand même une organisation qui a du répondant. Mais pour justement revenir par rapport à ces problèmes de limitation des mandats, je pense que cela a toujours été une revendication, aussi bien des opinions publiques ouest-africaines que même de la société civile d'une manière générale. Parce que vous savez, au niveau du protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, vous l'avez rappelé d'ailleurs, il est inscrit, je pense dans le point 9, que la CEDEAO s'oppose à toute prise de pouvoir par les armes, par en tout cas un coup d'État. De façon anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle. Par conséquent, si la CEDEAO s'oppose à des changements anticonstitutionnels, il est évident que, quelque part, elle devait ouvrir la porte à ce qu'il y ait une révision, une réforme de ce qui a été convenu jusque-là. Donc, obliger les chefs d'État à s'accorder sur quand même un minimum. Je pense que 2 mandats, c'est suffisant pour montrer ce qu'on peut faire. Et il faut se réjouir qu'un président comme Mahamadou Issoufou Mahamadou l'a dit tout à l'heure,
a pu respecter sa parole. On a vu que le président Muhammadu Buhari du Nigeria a dit qu'il allait partir en 2023, quel que soit, disons... C'est évident. Au Nigeria, c'est évident. Au Nigeria, c'est évident. Ils peuvent pas, bon, c'est un peu comme pour l'administration américaine. Par conséquent, je pense qu'on a parlé de 3 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui n'ont pas signé en tout cas cela, mais je pense que cela se fera de toute façon. Parce que aussi bien les opinions africaines, disons ouest-africaines, que la société civile et d'une manière générale, tous les observateurs s'accordent à dire qu'on va véritablement vers cela, parce qu'il n'y a pas d'autre issue que cela. Et quelle contribution, Thior, du président Embalo dans ce sens, si l'on sait que sa position a toujours été claire? D'ailleurs, il appelle même cette question des coups d'État constitutionnels. Et quelle position également du nouveau président de la commission de la CEDEAO, le docteur Oumar Touré, si l'on sait que le président Adama Barrow a également mené une, je ne dirais pas transition, mais aujourd'hui, beaucoup en tout cas d'acquis ou bien un certain retour de la démocratie a été enregistré et bien noté dans ce pays-là, qui est la Gambie. À moins d'un revirement de sa part, de Embalo, de dernière minute, je pense qu'il est l'homme de la situation, parce qu'on a vu son attitude quand le problème s'est posé avec Alpha Condé et Alassane Ouattara, lors de ce sommet-là où il a été ferme en leur disant ce que vous faites, c'est un coup d'État constitutionnel, à côté des coups d'État militaires. Donc, quelque part, je pense que c'est bien heureux qu'au moment où cette question se pose, qu'il soit le président de la CEDEAO. Au sein de l'organisation, on sait sa proximité avec le président Macky Sall. On ne sait pas ce que Macky Sall va décider, mais j'ose espérer qu'il ne va pas aller vers un 3e mandat et que son ami Sissoko Embalo, qui préside à cette organisation-là, il peut l'aider dans ce sens-là pour que ce protocole-là soit révisé, parce que ce sera à l'honneur de tous nos pays. Si Ouattara et Faure ne veulent pas aller dans ce sens-là, ils seront minorisés, parce que Karim le disait, c'est 15 États. Si la majorité est favorable, ce n'est pas 2 pays ou 3 maximum qui peuvent contrarier la volonté des 13, 12 ou 11 autres pays. Donc je pense que c'est bien que ce protocole-là, cette révision-là, soit posée sur la table, parce que c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui. Si ce protocole-là n'est pas révisé, les coups d'État vont revenir, et on a vu un peu les 3 expériences qu'on a eues en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Karim, face à cette question de l'intégration, en tout cas sous-régionale dont vous parliez tout à l'heure, comment mieux renforcer cette intégration-là, surtout face à la situation que traversent nos États? Nous vivons actuellement un contexte de relance post-Covid de nos économies, des économies africaines. Bon, c'est vrai, il y a effectivement cette crise sanitaire qui a beaucoup, en tout cas, impacté sur la croissance des différents États, mais il faut déplorer le faible niveau des échanges intracommunautaires. On parle de 12 à 15%, je pense que c'est très peu, et cela constitue en tout cas un frein au développement escompté pour nos différents États. Maintenant, il y a ces aspects sécuritaires, justement, avec ce qui se passe au niveau du Sahel, et il y a également ce déséquilibre économique entre les différents États. On a pu voir qu'il y a peut-être un pays qui pourrait être la locomotive de la CEDEAO, le Nigeria, qui a également ses contradictions internes, mais il y a le fait qu'également certains autres pays sont à la traîne avec tout ce qui se passe en termes de, disons, de problèmes de gestion de leur propre sécurité, ce qu'on a vu avec les changements constitutionnels qu'on a pu regretter, et surtout les transitions qui sont en cours. Par conséquent, il n'y a pas une homogénéisation, il n'y a pas une démarche commune qui peut aller véritablement vers le développement escompté. D'autant plus qu'on dit que la CEDEAO représente pratiquement la 25e puissance au niveau mondial. Par conséquent, cela n'est pas en droite ligne par rapport, en tout cas, à tout ce qui peut être tiré de cet espace-là. On a tellement de ressources naturelles. La CEDEAO constitue le premier client de l'Union européenne pour les, en tout cas, mines et autres. Par conséquent, je pense qu'il y a un actif qu'il faut développer, mais il y a surtout des contradictions internes à gérer. Il faudrait que les États se donnent davantage la main et que donc certains aspects, disons certains problèmes soient réglés rapidement et ne pas toujours faire du surplace, un peu par rapport à tout ce qui est en train d'être
observée actuellement. Et Thior, est-ce que cette situation ne s'explique pas par rapport à ce que vivent nos États? Aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens qui est en vigueur n'est-elle pas confrontée également au problème de la circulation des armes légères et même des armes lourdes et même la question de la situation sécuritaire dans la plupart de nos pays? Est-ce que cela ne freine pas en quelque sorte aussi cette intégration ou bien la réussite de cette intégration sous-régionale? Oui, c'est bien. On a franchi un premier pas avec les cartes d'identité CEDEAO, par exemple, au Sénégal que nous avons, mais que ce n'est pas tous les pays de la CEDEAO qui l'ont. Et je pense qu'il faut que le président de la commission Embalo, le Gambien Oumar Touré et le président Embalo aussi, puissent encourager à ce que tous les pays, quand même, adoptent ce passeport CEDEAO, parce que c'est un premier pas en termes de libre circulation des personnes et des biens. Mais quand vous voyagez dans la sous-région, moi j'ai fait l'expérience, mais je tiens à ce que cette libre circulation soit une réalité. Je voyage avec ma pièce d'identité, mais il y a des pays où vraiment, si vous n'êtes pas assez ferme, ils vous mettent les bâtons dans les roues. Et moi, je dis toujours aux gens, on a dit CEDEAO, ce pays-là, si elle fait partie de la CEDEAO, moi, il n'est pas question que j'exhibe mon passeport. J'ai une carte d'identité qui est CEDEAO, donc je suis dans cet espace. Donc il faudra que de ce côté-là, que ça soit matérialisé. Maintenant, le côté des échanges, Karim le relevait, c'est assez très peu. Mais vous regardez un pays comme la Guinée, avec toutes les richesses, on parle de l'arrêt du bauxite de Simandou, mais en termes d'échange, ça peut profiter aux 14 autres pays membres. En termes d'échange, au lieu d'aller vendre aux Occidentaux, il faut encourager ces échanges-là. En termes de les ressources en eau en Guinée, qui peuvent éclairer toute la sous-région. Vous prenez le coton malien, mais ça aussi, en termes de production, les échanges doivent être beaucoup plus marqués. Donc, je pense qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement, il y a des efforts à faire pour encourager donc ces échanges intracommunautaires, parce que ça, si nous réussissons à le faire, nous allons arrimer l'espace CEDEAO peut-être dans le peloton de tête, dans les 10 premières économies mondiales, parce que c'est juste une question de volonté, et ça aidera toute cette insécurité qui gangrène pas mal de pays. Regardez le Bénin qui pensait être à l'abri et qui aujourd'hui est confronté à cette réalité-là. Donc ça veut dire qu'au Sénégal, on touche du bois, mais aucun pays n'est épargné. Et par rapport à cela, Karim, suite aux différents coups d'État enregistrés dans la sous-région et la gestion aussi du dossier malien par la CEDEAO, des évolutions ont été notées ça et là dans la façon en tout cas de faire de la communauté sous-régionale. On a vu des compromis par-ci, des délais supplémentaires par-là, et le tout également pour permettre aux États concernés de répondre aux exigences de la CEDEAO. Aujourd'hui, est-ce à dire que l'instance sous-régionale a évolué dans ses positions de principe, ou bien a-t-elle tenté de s'adapter par rapport aux situations qui se sont présentées à elle? Mais parfaitement. Certains même ont parlé de rétropédalage de la CEDEAO en tout cas, par rapport à certaines décisions, mais je pense que quelque part la CEDEAO a fait, disons, une analyse critique d'une situation concrète à un moment donné. Parce qu'en réalité, il ne faut pas mettre en œuvre un bras de fer inutile. Parce que tous ces pays, s'il n'y avait que le Mali peut-être, la CEDEAO aurait pu effectivement avoir une main plus lourde. Mais il s'agit quand même de 2 ou 3 situations qu'il faut gérer en même temps. Par conséquent, je pense qu'il a été de bonne loi pour les chefs d'État de revoir un peu leur copie par rapport à cette intransigeance qui avait été manifestée depuis le début. Et en réalité, toutes ces sanctions, c'est vrai que les sanctions figure un peu dans la nomenclature de ce qui est dans le traité révisé de la CEDEAO, je pense en ces chapitres 10 et 16, et également au niveau de l'UEMOA, en son article 74. Mais quand on a vu l'UEMOA dire que ces sanctions n'étaient pas nécessaires, il y avait donc en fait un assouplissement de la position de la CEDEAO déjà. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que la CEDEAO ne devrait pas être comme un maître d'école devant donc des élèves indisciplinés. Je pense qu'il y a une méthode, il y a donc une démarche à faire, et c'est tout heureux que ces sanctions soient levées et qu'on puisse
véritablement aller dans le sens d'un apaisement qui va aider certainement au décollage effectif de nos différentes économies. Et tu as une réactivation de la force africaine aujourd'hui, la force africaine du G5 Sahel bien sûr, pourrait-elle constituer aujourd'hui un début de solution face à la situation sécuritaire dans cette zone ouest africaine et dans le Sahel plus particulièrement? Bien sûr, d'autant plus que, qu'on le veuille ou non, le départ de Barkhane, c'est quand même un vide qu'on soit critique par rapport à l'attitude des Français pendant tout ce temps-là, mais quand même il laisse un vide quelque part. C'est un vide que le G5 Sahel peut combler. Et c'est pourquoi d'ailleurs les autorités maliennes doivent se montrer beaucoup plus intelligentes. Ils ont boudé le G5 Sahel. Mais ce G5 Sahel-là, n'a jamais atteint ses objectifs sur le plan financier pour même financer cette force-là. Donc comment il pourrait réussir cela? Oui, je pense même en élargissant au-delà du G5, parce que au début, on l'a dit, quand on a créé cette structure-là, comment un pays comme le Sénégal peut ne pas faire partie du G5 Sahel? Donc il faut peut-être parler d'un G10 ou d'un G15. Parce que je pense que le problème du Mali, aujourd'hui, touche beaucoup de pays de la sous-région. Et si on y prend garde, je vais vous donner l'exemple du Bénin. Avec cette évolution vers le golfe de Guinée. Bénin, Togo. Voilà, donc ce qui fait que si les 15 pays membres de la CEDEAO n'y prennent garde, ils seront tous touchés. Donc il faut mutualiser les efforts, que ce soit des efforts militaires, mais au-delà. Parce qu'on le disait, le tout militaire ne peut pas donc venir à bout de ce péril-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les populations, surtout les jeunes, qui répondent un peu aux sirènes de ces terroristes-là, que ces jeunes-là aient de quoi s'occuper. Sinon, ces terroristes vont les occuper. Que ces jeunes-là aient de quoi s'occuper. Aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont attendus au-delà de la question du tout militaire, sur également des politiques de développement, des politiques d'emploi des jeunes qui vont répondre aujourd'hui à la demande de cette population jeune-là dans cette sous-région ouest africaine et même sur le continent africain. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Abdoukarim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci encore Karim d'avoir été avec nous. Merci Daouda. Merci également à M. Mamadou Thior, journaliste et analyste politique. C'est toujours un plaisir aussi de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup Daouda et merci à Média. Et merci également à l'équipe technique pour la facilitation et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.